Voyageurs et voyageuses, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène visiter un monde merveilleux qui voit ses nombreuses tribus évoluer sous le signe de la dualité, au rythme d'un cycle jour-nuit très particulier. Laissez-moi vous accompagner dans ce pèlerinage sur le plan de Lorwyn. Tout d'abord, il faut savoir que le plan de Lorwyn n'est pas très visible dans les éternités aveugles, et il reste très difficile pour la plupart des arpenteurs de ressentir son existence. Il semblerait que le plan soit entouré et camouflé par une sorte de brouillard d'éther. D'après ce que j'ai pu observer en explorant les différentes régions du plan, je pense qu'aucune étincelle d'arpenteur ne s'y est déclenchée, et les habitants de Lorwyn ne semblent pas être au courant qu'il existe d'autres mondes au-delà de leurs frontières. Cette croyance a sûrement évolué suite à l'invasion phyrexiane qui par son intrusion a grandement affecté l'équilibre du plan. Autre fait intéressant, il n'y a pas d'humains sur Lorwyn, ce qui fait de ce plan l'un des seuls à ma connaissance où cette race n'est pas présente. Si jamais vous décidez de vous y rendre, déguisez-vous ou transformez-vous avec habileté, ou vous ne passerez pas inaperçu. Lorwyn n'en reste pas moins un plan quasi idyllique en termes de climat et de géographie. Baignant dans un été sans fin, les forêts occupent une place primordiale sur Lorwyn, ponctuée de plaines et de collines verdoyantes. Pas de mer ou d'océan, mais un réseau de rivières impressionnant, réparti sur tout le plan, où les Suires, une tribu que l'on pourrait associer aux Ondins, se déplacent aisément de part et d'autre grâce aux voies des Suires, elles-mêmes reliées entre elles par les méandres obscurs, un cours d'eau souterrain. Entourant ces beaux paysages comme un anneau, une chaîne de montagnes sépare les habitants de Lorwyn de l'au-delà primordial, une zone mystérieuse et encore inexplorée. Venons-en à la caractéristique la plus notable sur Lorwyn, son cycle jour-nuit. Dans le passé, ce cycle-là se produisait tous les 300 ans. Le jour est représenté par le plan de Lorwyn, où il y fait constamment lumineux et où le soleil ne disparaît jamais entièrement sous l'horizon. Au bout de ces 300 années, un phénomène appelé la Grande Aurore faisait basculer Lorwyn en Sombreland, et inversement 300 années plus tard. Sombreland est un monde sombre, baigné dans la nuit éternelle où la lune omniprésente ne propose que très peu de lumière et de chaleur aux habitants. Ce passage d'un cycle à l'autre transformait les forêts, les montagnes et les villages, mais aussi chaque être présent sur le plan en une version, disons, opposée. Pour vous donner un exemple, un Boggart de Lorwyn, espiègle et appréciant le chaos mais dénué de vraie méchanceté, devenait sur Sombreland violent, féroce et sans aucune retenue. Ce cycle affectait chaque individu, lui faisant oublier la mémoire de sa vie d'avant qui devenait comme un lointain souvenir brumeux. Seul le peuple fée n'était que très peu atteint, restant d'un monde à l'autre une race farceuse à la magie dédiée au sommeil et aux rêves, même si leur farce devenait un peu plus cruelle sur Sombreland. Elles étaient en effet protégées à cette époque par leur reine Una. C'est d'ailleurs celle-ci qui était à l'origine de ce cycle tricentenaire, cachée dans l'ombre et manipulant le plan entier pendant des millénaires. C'est suite à la restauration de Dominaria et à l'impact que celle-ci a eu sur le multivers entier qu'Una fut défaite lors d'une grande aurore par une équipe composée de Maralen, une elfe devenue avatar d'Una mais ayant repris conscience, un autre elfe nommé Rhys, une Sangami appelée Brigide, ainsi que le Suir Sig, la Sampire Sandreline et l'Arbrisseau de Colfenor. Mais je reviendrai plus en détail sur leurs aventures une prochaine fois. À la disparition d'Una, Lorwyn commença à fusionner avec Sombreland, ce qui marqua le début de l'année du pendule. Durant ce laps de temps, des poches de Lorwyn se mirent à apparaître dans Sombreland, perturbant grandement le plan et ses habitants. En effet, ces poches apparaissaient de façon inopinée, sans aucun moyen de les anticiper. Des villages entiers furent séparés en deux, une moitié dans Sombreland, l'autre dans Lorwyn, des fermiers perdirent leurs terres et leurs fermes, des communautés séparées sans moyen de communiquer.
Il y eut même des alternances jour-nuit au sein de ces poches, aggravant le chaos que ces changements engendraient. Imaginez-vous. Vous êtes un Sangami, peuple pacifique et très connecté avec vos semblables, vivant simplement des terres que vous possédez. Vous rentrez de votre champ pour manger un bon repas avec votre famille et vos amis. Mais une poche de sombre lande recouvre maintenant votre maison, et vos camarades sont devenus une sombre version de ce qu'ils étaient, paranoïaques et fermés sur le monde, sans aucun souvenir de vous car vous n'étiez pas avec eux quand ils ont changé. La traversée de ces seuils est encore très peu documentée, et la plupart des espèces du plan ont conscience du danger et de la douleur que cela pourrait provoquer. Traverser ces frontières équivaut à dire adieu à la vie que l'on mène sur le moment, souvenirs et émotions avec. Multipliez cet exemple à chaque parcelle du plan, et vous pouvez commencer à imaginer le chaos que cela a causé. Heureusement, cela n'a pas duré longtemps. Petit à petit, ces apparitions ont diminué et ralenti. Les frontières entre les deux mondes se sont stabilisées pour devenir de douces marées plutôt que des vagues déferlantes. Deux êtres majestueux se manifestèrent à l'horizon. Erdu, l'incarnation de Lorwyn, et Isilu, l'incarnation de Sombreland. L'âme jumelle du monde réapparut pour contrôler le flux des aurores du plan. Cela causa tout d'abord des inquiétudes, mais les habitants du plan comprirent vite que ces deux entités n'avaient aucun intérêt pour eux. Elles se contentent d'errer à travers les terres, modifiant l'aspect de celles-ci après leur passage. Durant les 40 années qui ont suivi, le plan vécut dans une paix maintenue par l'existence de ces deux incarnations. Malgré tout, j'ai pu observer des zones prises entre les deux mondes, quand ceux-ci s'entrechoquent, entre lumière et obscurité. Ces zones sont connues comme faisant partie du royaume éclipsé. Dans ces poches, la physique tente de résoudre la relation miroir entre Lorwyn et Sombreland à travers un axe dimensionnel différent, avec un résultat perturbant. Pour vous donner une image, c'est comme si vous essayiez d'aligner les reflets de deux faces d'une même pièce à travers deux miroirs opposés. Est-ce que vous me suivez? Dans les royaumes éclipsés, qui peuvent être de fines lamelles de landes ou d'immenses étendues de terre, le soleil et la lune flottent tous deux dans le ciel, immobiles comme un miroir figé des royaumes voisins. Dans chaque ombre, des flambeaux de lumière, et dans chaque rayon de soleil, un puits de ténèbres profondes s'ouvre. Je me suis bien gardé de m'aventurer dans ces royaumes, mais j'ai pu assister au triste spectacle d'une transformation d'un habitant du plan. Contrairement à un passage entre Lorwyn et Sombreland, il ne perdit pas ses souvenirs et commença même à récupérer ceux de son autre version de lui, et sa double mémoire tenta de se combiner. Il en résulta des contradictions évidentes et insolubles. Il est devenu petit à petit une créature éclipsée, perdant tout désir ou émotion, se transformant à terme en coquille vide, immobile et coincée. Arrivé à ce stade, ces coquilles sont nommées calciformes. C'est dans ces moments-là qu'il est plus difficile de ne pas intervenir. Mais je ne suis qu'un simple observateur. La vie doit faire son chemin. Je ne souhaite cette transformation à personne. Continuons notre chemin. Comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, un événement vint chambouler de nouveau cet équilibre. L'invasion phyrexiane. Malgré l'isolation éthérée du plan, Brise Royaume a réussi à détecter Lorwyn et la mère des machines a envoyé une armée pour convertir toujours plus d'êtres à la cause des Phyrexians. Les elfes du plan furent les premiers à tomber en grand nombre. Leur orgueil, leur cruauté et leur domination envers les autres membres du plan étaient une aubaine pour les machines qui utilisèrent le réseau des elfes pour atteindre le reste du plan. Non, je ne me suis pas trompé sur les termes utilisés. Les elfes de Lorwyn sont différents des elfes du reste du multivers. Mais je m'y attarderai un peu plus tard. Les elfes survivants n'eurent d'autre choix que de s'allier avec les autres espèces pour tenir le coup. Sur Sombreland, pas d'alliance imaginable. Ce fut chacun pour soi, moins efficace pour se défendre, mais il y eut aussi moins de pertes. Et c'est même les Sangami isolationnistes et xénophobes de Sombreland qui portèrent le coup final aux envahisseurs après la mort d'Eleshnorn et le déclin de la force des Phyrexians. Autant vous dire que suite à cet effort, les Sangami de Sombreland s'enfermèrent chez eux
avec la volonté de ne voir plus personne pour les prochaines années. À l'époque où je vous parle, Lorwyn et Sombreland sont habités par une paix précaire. Il existe toujours des changements de cycle imprévisibles, pouvant transformer à tout moment un village entier sans que personne ne s'en aperçoive et ses habitants ignorant tout de leur vie d'avant. L'émergence des royaumes éclipsés est aussi une source de confusion, créant de la méfiance vis-à-vis de ce que cela pourrait annoncer comme changement dans le futur. Le point positif à retenir serait la chute de l'empire des elfes sur Lorwyn. Cela a permis à d'autres races, je pense notamment aux Bogarts, qui étaient une cible de choix, de s'épanouir au milieu de nouveaux échanges sociaux et commerciaux interespèces. Et en parlant d'espèces, il est temps de m'attarder sur les différentes créatures peuplant ce plan. Je vais m'attarder sur chacune d'entre elles, que ce soit leur version de Lorwyn ou celle de Sombreland. Commençons donc par les elfes, qui ont eu par le passé une grande influence sur les autres habitants du plan. Contrairement à leurs cousins éloignés de Dominaria ou de Zendikar, les elfes de Lorwyn sont des idéalistes adorateurs de la beauté, la leur et celle du monde les entourant. Durant leur courte vie, ils ne vivent qu'entre 30 et 40 années, ils cherchent à accomplir quoi que ce soit de significatif et d'important, et n'hésitent pas à s'insérer dans la vie des autres créatures du plan pour parvenir à leur fin. Physiquement, ils sont grands et minces, avec des cornes de bélier sur la tête. Celles des mâles sont plus grandes que chez les femelles, et des sabots de cerf à la place des pieds. Sur Lorwyn, les elfes autoproclamés nation bénie sont de cruels eugénistes qui cultivent la beauté selon leur code à travers la chasse et la destruction de ceux qu'ils jugent inférieurs. Ils ont été les plus puissants du plan pendant de nombreuses années et gouverné grâce à plusieurs clans efficacement répartis avec chacun leur propre méthode d'asservissement. Les Bogarts en ont particulièrement souffert, mais toutes les créatures du plan éprouvaient de la crainte envers les elfes. Après la chute d'Una et la fusion entre Lorwyn et Sombreland, les clans se retrouvèrent séparés par des failles de ténèbres qu'ils ne pouvaient traverser. Mais les centaines d'années à piller et saccager les autres espèces leur ont laissé largement assez de ressources pour maintenir leur pouvoir. C'est l'invasion phyrexiane qui termina d'éclater la dominance des elfes sur le plan et ses habitants. Leur refus catégorique de s'allier avec des êtres inférieurs entraîna de larges pertes parmi la population elfique. Ils n'eurent pas le choix de se rassembler entre clans, perdant leur réseau d'influence contre un espoir de survie. Aujourd'hui, la société elfe est principalement cérémoniale et concentrée dans le bois de feuilles d'or. Ils ne sont plus cruels en apparence, bien obligés par le besoin de continuer à vivre dans l'opulence de leur style de vie. Mais en secret, la plupart d'entre eux désirent que le peuple elfe redevienne ce qu'il était par le passé. Leur nouvel objectif officiel est de rallier le plus d'individus sous la direction elfique, afin de faire disparaître Sombreland. Toute leur société et leurs rangs sociaux sont basés sur l'apparence physique, et même si leur domination sur le plan n'a fait que diminuer, les noms de chaque caste est resté. Les Dismel englobent tous les noms elfes et les elfes défigurés, mais ce terme a quasiment disparu, uniquement murmuré par ceux qui rêvent d'un retour à l'ancien temps. Les accomplis représentaient à l'origine le rang le plus bas pour les beaux elfes. Il est maintenant utilisé pour les dignitaires étrangers et a perdu beaucoup de valeur à leurs yeux. Ce n'est qu'un terme neutre pour les elfes n'ayant pas atteint un grade plus élevé. Les Immaculés sont la face publique de la société elfe, comme les émissaires envoyés chez leurs voisins. Ils sont les masques cachant la discrimination et l'orgueil de leurs supérieurs. Les exquis étaient de petits groupes de chasseurs qui dirigent maintenant des lopins de terre à la tête de vassaux venant des forêts. Ils ne chassent plus les Dismel, mais pratiquent toujours sur du gibier, pour le sport. Enfin viennent les parfaits et les parfaites. Comme vous l'avez deviné, il s'agit de la plus haute distinction chez les elfes, maintenant réservée à ceux qui héritent du pouvoir. Cela inclut les monarques du palace de Feuilles d'Or, ainsi que leurs conjoints et leurs conseillers les plus haut placés. Ce sont aussi ces derniers qui cultivent la digitale lunaire, une fleur toxique qu'ils distillent en poison, la lunariane. Cette plante était leur symbole de létalité, et possède maintenant une signification religieuse. Cela permet à la royauté elfe de montrer subtilement qu'il reste dangereux,
même si leur empire a diminué. La version miroir de cette plante est la digitale solaire, trouvée uniquement dans les coins les plus sombres de Sombreland. Elle est considérée comme le sommet de la beauté chez les elfes de Sombreland qui en chérissent la rareté et les effets bénéfiques. Cette plante peut en effet être distillée en solariane, un remède qui peut guérir tout mal, et il est dit qu'elle pourrait sauver de la mort elle-même. Et tout comme cette magnifique fleur, les elfes de Sombreland sont la seule espèce qui ne s'est pas assombrie comparée à sa version de Lorwyn. Au contraire, par le passé, ils étaient des vagabonds à la recherche de curiosités et de belles choses. Ils ont pris position contre Una quand le temps est venu et se sont battus valeureusement contre les Phyrexians. Ils ont réussi à se protéger dans des cachettes magiques et suite à cette invasion, s'épanouissent en société calme au milieu du chaos. Leurs fertés, non données à leur lieu de vie, sont rares mais fournies et sont les cités les mieux préservées de tout Sombreland. Contrairement à leur miroir de Lorwyn, les elfes de Sombreland n'ont pas élaboré de caste ou de hiérarchie sociale. La valeur d'une personne est liée uniquement aux efforts et à l'implication qu'elle fournit pour préserver la beauté. Quand ils ont appris l'existence de Lorwyn, ils ont été curieux des splendeurs qu'ils pourraient découvrir au-delà des frontières de lumière et d'ombre. Ceux qui étudient les cultures et les terres de Lorwyn sont appelés Bloomseekers, que je pourrais vous traduire par les chercheurs de floraison. Ils sont considérés comme des figures religieuses, respectées et révérées. Ils sont les seuls à pouvoir transporter des reliquaires du crépuscule, des morceaux récupérés sur le corps d'Isilu, l'incarnation de Sombreland, permettant de traverser une aurore sans se transformer. Ils ne jugent pas les autres espèces avec dédain, mais se considèrent tout de même moralement supérieurs, avec pour mission d'élever ces êtres au-dessus de leur aspect. Cette vision s'applique aussi sur leur reflet de Lorwyn, qu'ils voient comme triste et décevant, incapables de vivre leur plein potentiel à cause de leurs préjugés. Ces elfes sont bien plus abordables que ceux de Lorwyn, et sont une porte d'entrée parfaite pour ceux d'entre vous qui souhaitent visiter Sombreland. Voici quelques endroits où commencer votre visite. Caer Flur est la plus grande ferté de Sombreland, située dans le Grincebois. Les elfes de tous les clans ont participé à sa construction après la chute d'Una. Le bosquet des digitales solaires est un bosquet bien caché dans le Grincebois. C'est un endroit magnifique où la non moins magnifique fleur pousse en quantité. Mais n'y allez pas seul. L'élite des elfes de Sombreland protège ce trésor. Sur Lorwyn, le palais de la lumière de l'aube, le dernier palais des elfes, se situe dans la cité de Lysalana, elle-même nichée dans les profondeurs du bois de feuilles d'or. La parfaite Morcan dirige et élabore des plans pour ressusciter son empire. Le palais est connu sous le nom de Caer Ulios en Sombreland. La tombe de Nars, un chasseur cruel, se trouve dans un bosquet devenu sauvage où poussent toutes sortes de plantes venimeuses. Les légendes racontent que son âme cherche toujours à se venger de Rhys, l'elfe qui l'a tué dans le passé. Allons faire un tour du côté des Sangami. Ce sont de petits humanoïdes, ne dépassant pas le mètre 40, ressemblant à des hobbits, mais sans les pieds velus et avec une tête plutôt ovale que ronde. Ils vivent simplement en communauté autour de petits villages appelés Clatchan sur Lorwyn et Doon à Sombreland. Ce sont des fermiers pastoraux, mais peuvent prendre les armes s'il y a un danger, et sont même capables de s'illustrer au combat. Ils sont mentalement reliés par la trame pensée, un réseau magique d'empathie. Ce réseau connecte chaque esprit Sangami. Quand ils sont assez proches les uns des autres, ils peuvent partager leurs émotions et leurs pensées s'ils le désirent. En effet, ce n'est pas une conscience collective, et chaque individu conserve le contrôle sur ses pensées et ses émotions. À Lorwyn, cette connexion nourrit la camaraderie et l'ouverture vers l'autre, favorisant les communautés où le collectivisme est au service de l'évolution de tous les Sangami. À Sombreland, cette toile attise la paranoïa et la peur d'être trahi, imposant une uniformité au sein des Doon. Il ne peut y avoir de secret dans la trame pensée. Ceux qui brouillent leurs pensées sont exilés de leur communauté, ou pire.
c'est pour les Sangami de chaque aspect du plan leur capacité la plus importante. Les Sangami de Lorwyn sont des êtres humbles et pacifiques, et de fervents défenseurs des valeurs de leur communauté et des autres membres de leur peuple. Ils sont ouverts au monde extérieur et ont développé des routes de commerce avec les autres habitants du plan pour échanger du grain et des denrées alimentaires en échange d'outils en fer, de sorts magiques prêts à l'usage ou de la décoration pour leur foyer. De plus en plus de Clatshan accueillent d'autres créatures de Lorwyn à partager leur style de vie, adoptant facilement des coutumes ou les habitudes des nouveaux membres. Ils mettent d'ailleurs très régulièrement à jour le livre des amis et des aïeux, un grimoire qui recense l'héritage de tous les Sangami. Les Sangami sont naturellement superstitieux, et la moindre coïncidence devient un bon ou un mauvais signe du destin. Comme j'aime le dire, il n'y a pas de hasard ni de coïncidence. Ils poussent peut-être un peu trop loin cette vérité. La manifestation des grands élémentaux est le plus grand des présages, et les augures qui parviennent à discerner et expliquer ces apparitions sont très importants pour ce peuple. Jusqu'à l'invasion phyrexiane, les Sangami vivaient sous le joug de la tyrannie elfique. Ils n'étaient pas leur cible principale, mais ils devaient quand même faire attention à ce qu'ils faisaient pour ne pas aller à l'encontre de l'autoproclamé peuple béni. Pendant cette invasion, les Sangami ont utilisé la trame pensée comme une arme de coopération très puissante contre les machines. Un village isolé pouvait facilement alerter des renforts à travers le plan si besoin, jusqu'à ce que les Phyrexians parviennent à infiltrer et à exploiter ce réseau contre les Sangami. Quand la phyrésie se répandit, le petit peuple commença à entendre la voix de la mère des machines, les tentant vers le parachèvement. Cela poussa de nombreux Sangami à se couper totalement de la trame pensée. On les appelle les Sangami nomades, et ils se retrouvèrent inadaptés à la vie en communauté, car les souvenirs de leurs camarades parachevés n'amenaient que de la tristesse et de la douleur à travers la trame pensée. Ils se rassemblent en groupes de nomades et errent à travers le plan à la recherche de travail ou simplement pour donner du sens à leur vie. Les Sangami de Sombreland, qui maîtrisent aussi la trame pensée, sont beaucoup moins ouverts sur le reste du monde. Ils préfèrent se cloisonner chez eux et ont développé des systèmes de défense élaborés pour protéger leurs intérêts. Là où la hiérarchie sociale de leur reflet de Lorwyn est basée sur le mérite et les accomplissements, les Sangami sont égalitaires sur Sombreland. Tous les mois, un nouveau dirigeant, appelé le Sul, est élu par un tribunal. Ce dernier a pour rôle principal d'observer les membres de son Dun à la recherche d'un crime ou d'une trahison. Si jamais un danger arrivait sur un Dun, pas de rassemblement, d'appel à l'aide chez des voisins. Vous l'avez compris, à Sombreland, les Sangami s'enferment chez eux. À la place, un héros est choisi. Celui-ci voit sa force et sa puissance augmentées par la trame pensée, et il est dit qu'un tel héros peut se battre contre une 50aine de bogarts et revenir pour raconter l'histoire. Les Sangami de Sombreland ont aussi l'habitude de construire des épouvantails à partir de bois de sylvains morts. Ces êtres animés mais sans réelle intelligence ne sont qu'un reflet des intentions de leur créateur. Autant vous dire, mieux vaut ne pas les regarder de travers. Malgré le nombre de Sangami massacrés par leur propre création, la xénophobie les empêche de penser à demander de l'aide ailleurs pour protéger leur terre. Finissons ce tour d'horizon des Sangami par les lieux incontournables de ce peuple. Mais si je peux vous donner un conseil, ce serait de rester sur Lorwyn, si vous ne voulez pas sombrer dans la paranoïa. Kinsbayel est le plus grand des Clatshan sur Lorwyn et organise le Festival des Contes, un festival accueillant des êtres de tout le plan pour partager des histoires tous ensemble. La version de Sombreland, Kinskaer, a vu sa population décimée par Una. Le Dun s'est depuis repeuplé pour redevenir une place forte des Sangami. Burenton est un Clatshan connu pour ses forgerons et ses fioles de feu. Il est situé non loin du tertre de Roche-Épine et en profite pour échanger avec les voisins sans pire. Sur Sombreland, Burenton est appelé Barenton. Hors-Prairie est une petite communauté de fermiers qui s'entraînent à l'art de la guerre dans les champs, accompagnés par leurs fidèles saute-lièvres. Cette communauté est connue sous le nom de Brume-Prairie en Sombreland. Dundoulin est connu pour ses sages et ses érudits, et aussi pour son magnifique clocher,
auquel est rattachée une célèbre histoire présente dans le livre des amis et des aïeux. Faites-moi savoir si vous désirez en savoir plus. Le Klatchan du lac Long est situé le long d'un lac saumâtre, connu pour ses aptitudes à la construction de bateaux et pour proposer les meilleurs nageurs parmi les Sangami. Sur Sombreland, Danejon est un dune entouré de pâtures. Il est connu pour abriter une grande population de chasseurs et de trappeurs. Son reflet de l'Orwyn est appelé Sacrejon et possède de grands troupeaux de saute-lièvres. Épine-Fléau, résidence du ligné d'Épine-Fléau, est le dune le plus violent de Sombreland. Même pour les Sangami, il est considéré comme un lieu dangereux. Les Bogarts sont des gobelins avec pour but la recherche de nouvelles sensations et expériences. Ils sont souvent bestiaux, sauvages et peuvent devenir violents, même si le degré de violence varie entre chaque village et surtout entre l'Orwyn et Sombreland. Ces villages de Bogarts sont appelés des terriers. Ils n'ont pas vraiment de hiérarchie sociale, mais les tantines sont les plus respectés et ceux qui se rapprochent le plus d'un dirigeant. Malgré la connotation féminine du terme, on peut trouver des mâles tantines, même si cela est plus rare. La magie des Bogarts est naturelle et évolue avec leur âge. Plus un Bogart vieillit, plus sa magie sera puissante. Quand l'un d'entre eux meurt, il est enterré dans un marais où le corps rejoint l'écosystème. Il en résulte une magie puissante dans ces lieux, où la flore et la faune est directement touchée. Sur l'Orwyn, cette magie est ritualisée, souvent accompagnée par un poème ou une récitation de plusieurs étapes complexes et arbitraires. Prenons l'exemple de la célèbre bénédiction de l'araignée. D'abord, il faut capturer une araignée et lui murmurer une histoire sous la nouvelle lune, puis arracher ses pattes et insérer le corps dans un gland évidé avec une goutte de votre sang, puis porter le gland autour du cou pour se protéger des maléfices. Cela vous donne une belle image, n'est-ce pas? À Sombreland, la magie accumulée dans les corps des Bogarts est bien plus sauvage et primale. Plus ils en ont, plus ils deviennent volatiles et instables. Dans leur communauté, les défunts sont entièrement consommés pour leur magie. Les Bogarts de Sombreland pratiquent l'attrapage de malédictions, souvent avec des composants et des méthodes macabres. Par exemple, l'activation d'une malédiction pourrait impliquer des étapes telles que planter des piquants de porc-épic dans le cœur d'une chèvre ou cuire les intestins d'un crapaud qui a avalé sa propre progéniture. Bien moins attrayant. Les Bogarts de l'Orwyn sont chaotiques et espiègles, sans réelle méchanceté. Ils vivent dans de petits terriers sous la guidance d'une tantine. Physiquement, il est difficile de donner des caractéristiques précises, car leur physionomie est très diversifiée. Des cornes, des griffes, une tête de reptile, la corpulence ou le nombre d'yeux, tout est possible. Le seul point commun est leur taille, plus petite que celle d'un humain. Ce n'est pas rare non plus que deux Bogarts se ressemblent, et si l'un d'eux naît et possède des points communs avec un Bogart mort, il pense alors que c'est une réincarnation. Ils s'aventurent à travers le plan à la recherche de nouvelles expériences ou sensations, grâce à leurs exceptionnels sens du toucher, du goût et de l'odorat. S'ils survivent à leur quête, ils retournent à leur terrier pour partager ces expériences avec leur communauté, ce qui encourage d'autres Bogarts à partir à l'aventure. À ce sujet, il n'existe qu'une règle qui fait office de loi chez les Bogarts. Toute nouvelle sensation doit être partagée avec les autres, au risque de se faire exiler. Une telle sanction est considérée des plus terribles pour eux, car les Bogarts sont des êtres extrêmement sociaux et conviviaux. Ils peuvent vivre longtemps, mais leur espérance de vie n'atteint que très rarement son maximum, dû à leur manque de discrétion et de prudence. Les plus âgés d'entre eux deviennent donc des tantines, les plus puissants en termes de magie accumulée, mais aussi en termes de sensations connues. Elles représentent le plus haut degré d'autorité et elles sont capables d'intimider le respect et de mettre fin aux multiples querelles qui peuvent éclater dans une communauté. Vous l'avez compris, les Bogarts de l'Orwyn sont des êtres simples, désorganisés et impulsifs, sans réelle structure politique. Ils sont des farceurs et des accumulateurs maladifs, de sensations, mais aussi d'objets en tout genre comme des vêtements, des outils ou de la nourriture, et ont une fâcheuse tendance à mourir tôt. Leur rapport avec la mort est d'ailleurs des plus festives. Chaque décès doit être célébré, notamment s'il est arrivé pendant une poursuite de nouvelles expériences.
J'ai beaucoup d'affection pour ces petites créatures farceuses, vivant dans l'instant présent et chez qui le partage a une place si importante. J'en ai eu d'autant plus quand j'en ai appris davantage sur leur histoire. Pendant longtemps, les elfes les ont chassés et massacrés. Ils les considéraient comme des dismels, des êtres ne valant rien parce qu'ils ne correspondaient pas à leurs idéaux de beauté. Quasiment décimés, les Bogarts ont perdu de nombreuses traditions orales et ont presque rompu leurs liens avec leurs ancêtres. L'invasion phyrexiane, malgré les dégâts qu'elle a pu faire sur le plan, a été une véritable opportunité pour eux de renaître de leur cendre. Quand les elfes se faisaient décimer à cause de leur ego démesuré, la magie des Bogarts les a protégés des Phyrexians. Ils ont réussi par la suite à profiter du chaos pour se reconstruire et recommencèrent petit à petit à organiser de nouvelles fêtes et à partager de nouvelles histoires. Leur magie a elle aussi évolué. Ils parviennent maintenant à l'écrire grossièrement à l'aide de pictogrammes. Taillés sur du bois ou de la pierre, les messages sont simples mais efficaces. Danger, ressources ou, la plus connue, l'aventure attend. Si vous cherchez à sortir de la routine du quotidien, allez donc prendre un bol d'air marécageux chez les Bogarts de Lorwyn. Vous ne le regretterez pas. Sauf si vous vous réveillez un matin avec une chaussure en moins, ou pire, une jambe en moins. Ne leur en voulez pas. Il n'y a pas de mauvaises intentions. Juste de nouvelles sensations. Ce sera toujours un moment plus agréable que chez les Bogarts de Sombreland. En effet, si sur Lorwyn nous avions affaire à de l'espièglerie, c'est une toute autre histoire une fois le voile passé. Ici, les Bogarts sont poussés par la faim, la violence et la destruction. Pas de terriers conviviaux pour la communauté, mais des terriers simples et basiques avec une architecture purement pratique. Ils vivent isolés des autres tribus de Sombreland, n'interagissant avec eux seulement par la violence. Leur hiérarchie limitée est dirigée par la force, magique ou martiale. Les guerriers les plus performants récupèrent des plaques de fer grossières lors des raids et martèlent les clous directement sur leurs os. Quand les Bogarts se battent entre eux, le vainqueur dépouille ces plaques du vaincu et se les attache à lui-même. Il existe aussi des tantines sur Sombreland, qui sont toujours les plus âgés et les plus puissants des Bogarts. À la différence de Lorwyn, celles-ci ne restent pas au sein d'un terrier pour faire office de leader, mais vont plutôt devenir des nomades solitaires. Faites très attention si vous en croisez une. Elles sont capricieuses, susceptibles, cruelles et peuvent nourrir une rancune éternelle si elles estiment que vous leur manquez de respect. Je me permets d'insister. Elles représentent à elles seules un véritable cauchemar pour les autres habitants de Sombreland. Et c'est peu dire. Elles sont connues pour poser des questions, voire des énigmes sans réponse correcte, et c'est à leur bon vouloir qu'elles décident du destin de leurs victimes. Une troublante malédiction, ou au contraire un puissant don. Imprévisible, mais n'ayez pas trop d'espoir. Les cas où elles se montrent clémentes sont extrêmement rares. J'aurais apprécié vous en dire plus sur leur histoire, mais les Bogarts de Sombreland n'ont aucun recueil ou registre écrit ni oral de leurs agissements. Ils sont bien trop esclaves de leurs impulsions destructrices et voraces, se détruisant eux-mêmes à travers des batailles éternelles. Les autres habitants du plan n'ont pas d'écrit sur leurs voisins, préférant ignorer ces maraudeurs au maximum. Lors de l'invasion phyrexiane, rien n'a vraiment changé, mais ils ont été menaçants tout de même. Leur désorganisation et leur appétit vorace a contribué à la bataille, mais cela ne dura pas. Une partie d'entre eux s'offrirent au parachèvement, et à mesure que leur nombre diminuait, ils ont dû se rassembler dans les marais les plus difficiles d'accès. Maintenant, alors que les séquelles de l'invasion les privent de leurs jouets favoris, je parle bien sûr des terres des autres tribus, les Bogarts de Sombreland ont été forcés de trouver d'autres moyens de canaliser leurs pulsions. Ils ont réussi à former de petites communautés, concentrées dans et autour des marais restés secrets et bien gardés. Mais certains d'entre eux refusent avec zèle ce nouveau mode de vie, préférant devenir des nomades avides de vengeance ou en quête d'un nouveau but. Si malgré tout ça vous avez encore envie de vous inviter chez les Bogarts de Sombreland, voici quelques endroits à visiter. Le Rodbog Warren, que je peux vous traduire par le terrier peste-marée,
est l'un des terriers les plus calmes et stables de Sombreland. Les Bogart y ont construit une tour rudimentaire, mais elle est visiblement vacillante, trahissant la négligence lors de la construction. Mais cela reste une construction Bogart, fait rare à Sombreland. Le Pogbroder Bog, que je pourrais vous traduire par le marais d'Incipik, est un lieu venimeux où le simple fait de se balader autour peut vous faire contracter une maladie. Protégez-vous bien, et vous pourriez apercevoir les Bogart qui appellent ce lieu leur foyer. Ils sont immunisés à ces propriétés particulières et sont eux-mêmes devenus venimeux. Enfin, c'est au Wretch Grinder Warren, que je pourrais traduire par terrier de broie misère, que sont envoyés pour mourir les Bogart jugés trop faibles pour le combat. S'ils survivent à cette épreuve, ils sont alors reconnus comme des misérables, et sont envoyés de nouveau à la mort, mais cette fois-ci par le combat. Si vous préférez visiter leur double de Lorwyn, le terrier de Boche-Bouton est bruyant et chaotique, mais les Bogart du coin adorent prendre du bon temps, même s'ils se réveillent souvent avec un pied ou un ami à moins. Ne dormez que d'un œil. La Totap Mire, que je pourrais traduire par la fondrière d'Apporteil, est utilisée de toutes les manières imaginables pour la fabrication des potions. Les apothicaires Bogart l'apprécient particulièrement, car la fondrière consume les corps et les plantes. Il en résulte un liquide aux propriétés mystérieuses. Je vous ai déjà parlé de 3 des tribus peuplant ce merveilleux plan qu'est Lorwyn avec sa contrepartie de Sombreland. Je vous propose de nous y retrouver une autre fois pour la suite de cette découverte. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à me faire part de vos questions et remarques, je ne manquerai pas d'y répondre. En attendant, reposez-vous bien afin d'être en forme pour la suite de ce pèlerinage.